Il y a une image que l'on n'attend pas au début d'une histoire nationale, un jeune notaire de 23 ans, manteau trempe, bois. Engourdi sur la platine d'un mousquet, embusque derrière un mur de pierre à Saint-Denis, pendant qu'une neige lourde se mêle à la fumée de poudre et que, sur la route, une colonne de soldats britanniques s'avance, grelottante, avec un seul canon qui s'enlise dans la boue glacée. Cette silhouette juvénile, c'est Georges-Étienne Cartier. Et voici l'autre image, 24 ans plus tard, la même main, devenue sûre et nerveuse, griffonne au crayon gras des conditions d'union qui engageront un pays entier à forcer une voie ferrée à travers les Rocheuses en moins d'une décennie, promesse insensée. Sur la carte blanche d'un continent. Entre ces deux scènes, un même homme, un rebelle devenu architecte d'un pays. Voilà le paradoxe qui vous retiendra jusqu'à la dernière seconde. Fermez les yeux. Écoutez, cloche d'église qui carillonne le long du Richelieu, bottes qui ventoussent dans la gadoue, cliquetis d'une culasse, cri. Des fils de la liberté, quand les drapeaux se couchent coup à grêle. Nous sommes le 23 novembre 1837. Wilfred Nelson tient la défense de Saint-Denis. Cartier, jeune, fougueux, court des missions entre les lignes, traverse la rivière pour chercher des renforts. Ce jour-là, un seul affrontement tourne à l'avantage des patriotes, Saint-Denis tient, les assauts piétinent, le canon est finalement abandonne, clos, puis la troupe reflue, battue par le froid autant que par la pierre, première et presque unique victoire de l'année pour les insurges. À l'odeur de suie et de sueur s'ajoute une vérité simple, Cartier ne regarde pas la politique de la galerie, il la respire au milieu de la fumée. La suite, elle, est dure, défaite à Saint-Charles et Saint-Eustache, arrestation, village incendie, pendaison, exil. Cartier, compromis, s'éclipse un temps au Vermont, de l'autre côte de la frontière, avec ce goût amer des insurrections manées. Puis il revient, se remet au droit, avale la défaite comme une leçon, comprendre les règles pour mieux les réécrire. Ce virage n'est pas une trahison de jeunesse, c'est une maturation à froid, de la révolte à la réforme, même rage, autre outil. Écoutez maintenant la plume remplacer le fusil. En 1852, Cartier porte à l'Assemblée un projet pour créer la Grand Trunk Railway, pas un gadget, pas une lubie, une colonne vertébrale. D'acier qui recalibre l'espace et le temps, qui transforme une carte de rivière et de piste en un réseau nerveux. L'avocat de province devient, à force d'obsession, un homme-pont, entre Montréal et Toronto, entre Québec et Londres, entre un passe seigneurial et une modernité qui gronde. 2 ans plus tard, il entre au cabinet. En 1857, le pays le place, aux côtes de John A. Macdonald, à la tête du gouvernement de la province du Canada. 2 tempéraments que tout oppose en surface, la retenue méthodique du juriste et la rouerie brillante de l'avocat d'Ontario, mais qui font levier ensemble, parce qu'ils ont le même appétit d'ingénierie institutionnelle. On ne réécrit pas un pays sans toucher à l'os. Cartier regarde une vieille colonne vertébrale, la tenure seigneuriale, et décide de l'acier. Démanteler ce régime semi-féodal en Bas-Canada, c'est fracturer un héritage et libérer des milliers de censitaires d'un rapport au sol vieux de 2 siècles. Mais Cartier n'appuie pas que sur la hache, il prend aussi le scalpel, codifier le droit privé. En 1857, comme procureur général du Canada, il introduit la loi qui lance la commission de codification. En 1866, le Code civil du Bas-Canada entre en vigueur. C'est plus qu'un livre, c'est une grammaire commune pour les contrats, les biens, la famille, une façon de « nous » inscrire en droit, en français, dans un ensemble politique où l'anglais domine. La réforme est sèche, technique, mais il faut entendre le froissement de ces pages comme un grondement, un peuple se dote d'un squelette juridique pour survivre à l'âge des fusions. Puis vient la scène que tous les manuels connaissent, mais rarement avec la sueur et l'odeur de cigare qui vont avec, l'instabilité politique, 6 gouvernements en 6 ans, la paralysie qui use et effiloche tout. En 1864, la Grande Coalition, improbable se tricote avec George Brown côte Ontario, on prend le bateau pour Charlottetown, on discute dans des salles où les rideaux sentent le sel et la bière renversée, on déplié des cartes, on sort des plumes. Cartier fait ce qu'aucun autre n'aurait pu faire, vendre l'idée d'une fédération à un Québec francophone encore meurtri, encore méfiant. Et s'assurer que le partage des compétences laisse à la future province un champ civil solide, éducation, droit privé ou respirer à sa façon. Sans lui, l'union n'est pas un pacte, elle n'est qu'une arithmétique. Avec lui, elle devient un compromis organique.
Le 1er juillet 1867, la Confédération prend corps, et Cartier devient ministre de la Milice et de la Défense. L'ancien insurgé se voit confier l'appareil arme du nouveau pays. Ironie sublime et cohérente à la fois. Mais ce qui nous coupe le souffle, c'est la promesse démesurée qui suit. 1871, la Colombie-Britannique hésitait. C'est loin, c'est cher, c'est montagneux, c'est l'océan Pacifique qui mousse à ses pieds. Cartier négociait les termes d'union, le Dominion s'engage à commencer, dans les 2 ans, et achever, dans les 10, un chemin de fer jusqu'au Pacifique. Pas une route de charrette, une ligne d'acier qui transperce des chaînes de piques. On n'a pas encore trace l'itinéraire, on n'a pas chiffre la dépense, on s'engage quand même. C'est de la politique comme on jette un pont sans rivage encore visible, avec pour seul filet la conviction que sans élan, un pays s'étranglait dans ses limites. C'est Cartier, le même qui jadis fuyait à travers le Richelieu, qui met sa signature tout cet acte de foi. Arrêtons-nous un instant sur un dit-elle qui dit tout. Avant de devenir l'homme des traites et des rails, Cartier a écrit des vers qui cognent comme un tambour, au Canada. Mon pays. Mes amours. Un chant de 1834, pour la première Saint-Jean-Baptiste, qui n'est pas l'hymne que vous entendez au hockey, non, mais un cri de cœur d'un pays qui n'existe pas encore en droit, seulement dans la poitrine. Quand, 30 ans plus tard, il prend la parole à Londres pour verrouiller les dernières virgules de l'acte de l'Amérique du Nord. Britannique, ce n'est pas une contradiction, c'est la même note tenue plus longtemps. Poète et juriste, fusil et stylo, barricade et code civil. Voilà la tension qui donne sa musique au personnage. Et pendant que la machine publique s'allume, Cartier veille à l'horloge stratégique. Ministre de la Milice, il sait qu'un pays neuf est une tentation pour l'appétit des voisins. La guerre de sécession tout juste éteinte à l'est des braises sur la frontière, les raids feniens en montrent que la paix n'est pas un décor, c'est une construction. Il pousse pour une organisation de milices qui dissuade, qui montre les dents sans les grincer, pendant que l'acier avance et que les provinces s'agrègent. Mais l'histoire refuse les lignes droites. 1872, Cartier perd son fief de Montréalais. L'air est lourd de scandales ferroviaires, les adversaires flairent le sang. Alors survient une scène stupéfiante, à Winnipeg et Saint-Boniface, Louis Ried lui-même, oui, le chef métis de la résistance de la Rivière-Rouge, se retire pour laisser à Cartier un siège sur à Provencher, à condition que les garanties de terre soient tenues. Et que la question de l'amnistie avance. Cartier est à Clannes, sans jamais pouvoir se rendre sur place. Pourquoi? Parce qu'un mal discret, ancien nom de cauchemar, la maladie de Bright, une néphrite cruelle qui gonfle les jambes, étouffe les reins et ralentit le cœur, le ronge. Il part à Londres chercher un remède qui n'existe pas. Le 20 mai 1873, il meurt, à 58 ans, dans un appartement londonien, loin des rivières où il avait appris à courir. À Winnipeg, des partisans pro-riel verront leurs journaux saccagés par une foule enragée. À Ottawa, une dynamique politique se déréglait. Le pays, lui, poursuivra sa promesse d'acier, mais l'homme qui l'a scellé ne verra ni les camps dans les Rocheuses ni le premier panache de vapeur sur la côte. Et pourtant, même dans l'absence, Cartier occupe l'espace. À Montréal, son hôtel particulier devient un lieu de mémoire nationale. À Québec, au Palais, un buste de marbre se laisse caresser par la lumière comme une réponse obstinée au temps. Sur la carte, son nom s'incruste sur des ponts, des écoles, une autoroute partagée avec McDonald's. Mais si vous voulez vraiment le retrouver, ne cherchez pas le bronze, écoutez le froissement des pages du Code civil de 1866, qui vivra jusqu'en 1994, avant de céder la place au Code civil du Québec. Entendez les charentaises d'un clerc qui glisse sur les tomettes d'un greffe, le Canada français y garde la voix de Cartier, précise et sans emphase, dans chaque article. C'est là, plus que dans les statuts, que l'homme continue de respirer. Et si l'on rembobine, la scène initiale reprend une couleur neuve. Le fusil, la neige, la cloche, ce n'était pas la jeunesse qui s'égarait, c'était l'intuition brute que rien de durable ne se gagne. Par la seule colère, mais que rien ne s'obtient sans le goût du risque. Cartier a transmute la braise en charpente. Il a compris, plutôt que les autres, que l'identité ne se planque pas à l'ombre de la nostalgie, elle se fabrique, laborieusement. Pisse après pisse, en acceptant la coexistence des contraires britanniques et droit civil français, institutions fédérales et milices locales,
rail de l'Atlantique au Pacifique et prière qui monte du cœur d'un village. Et c'est ce funambulisme, ce « oui » et « obstine » qui finira par tenir ensemble un pays trop large, trop varié, trop jeune, donc possible. Maintenant, laissez une dernière image s'installer pour ce premier mouvement, Londres, printemps 1873. Une fenêtre embuée, un manteau pose sur un dossier de chaise, une respiration courte, un télégramme froisse qui repart vers Montréal. Sir Georges-Étienne Cartier s'est éteint ce matin. Dans cette pièce étroite, un silence tombe. Puis, très loin, dans un bureau où l'on empile des dossiers, quelqu'un rouvre la carte du Pacifique et trace, au crayon, la ligne. Qui a été juré à une province maritime, une promesse doit vivre au-delà de son promettant. C'est cela, l'empreinte, une promesse assez grande pour survivre à son auteur. Imagine la même chambre obscure, mais écoutez autrement, on n'entend plus le cliquetis d'un chien de fusil, on entend le crissement d'une plume qui hésitait avant de rayer un mot, puis un autre. Le jeune insurge de Saint-Denis, celui qui a senti la poudre et la chaleur des pierres, s'assoit en 1838 et écrit au secrétaire de Lord Durham pour déclarer sa loyauté à la couronne. Le geste paraît inconcevable à ses camarades d'hier. À d'autres, il sonne comme un repli stratégique d'un juriste qui a compris que la sédition, dans l'Empire, ne se gagne pas avec des balles, mais avec des virgules. C'est là l'un des premiers, secrets, de Cartier. Il fait volte-face sans renier l'élan intérieur, il change d'outil. À la barricade succède la procédure. À l'emphase, la précision. Et derrière l'aveu de loyauté, un calcul. Pour obtenir de la latitude au Bas-Canada, il faudra prouver qu'on sait jouer avec les règles impériales et avant de les plier. Ce basculement serait une banale conversion si, 15 ans plus tard, il ne se muait pas en obsession de bâtisseur. Regardez l'établi, dessus, pose comme des instruments chirurgicaux, un projet de chemin de fer, un programme de réforme foncière. Un plan de codification du droit privé. Cartier, procureur général du Canada prend le droit civil, ce vieux tissu mêle de coutumes de Paris, d'ordonnances coloniales et de jurisprudence, et l'amener froidement sur la table d'opération. En 1857, il contribue à lancer la commission de codification. En 1866, les articles du Code civil du Bas-Canada entrent en vigueur. Une ossature claire pour la propriété, les obligations, la famille. Ce livre, vous allez l'entendre longtemps tourner ses pages, il survivra jusqu'au 1er janvier 1994, jour où le Code civil du Québec prendra à relève. Deux dates, un continuum, 1866-1994, la respiration longue d'un peuple à travers ses règles. Et sous ces dates, la signature initiale d'un homme qui, avant d'être père de la Confédération, fut l'artisan d'une langue juridique propre. Mais la codification n'est pas l'unique scalpel. Cartier si aussi, net, le vieux système de tenure seigneuriale qui fait tenir le Bas-Canada comme un squelette grinçant. Il comprend que l'émancipation passe autant par la terre que par les textes. Et pendant que les notaires recalibrent les mots, les géomètres apprennent à lire un territoire qui bientôt se filera en rail. Sur des cartes encore tachées de doigts, il trace, promeut, sécuriser des tronçons pour la Grand Trunk, l'espace protégé de la paroisse. Se change en corridor économique, la distance entre Montréal et Toronto se met à raccourcir à la vitesse d'un train de nuit. Le rebelle signe des contrats. Le poète des années 1830 se tait, c'est le mécanicien de la loi qui parle. Et puis, l'instabilité politique tord tout. 6 gouvernements en 6 ans, des majorités qui craquent comme de la glace de printemps. En 1864, Cartier accepte de faire ce que ses alliés d'hier jugeaient impensable. Il noue la grande coalition et traverse le Golfe. Pour Charlottetown puis Québec, où l'on rédigé, corrige, érigé 72 résolutions, la matrice d'une fédération. Les débats sont techniques et pourtant il s'en échappait des étincelles, division des pouvoirs, représentation, école, langue, argent. Du Code canadaais, Cartier impose, avec un calme presque brutal, la sauvegarde du droit civil et de l'éducation, territoire. Le Québec à naître respirera selon son rythme. Il sait que la fédération n'est pas un consensus poli, c'est un compromis arme, bâti pour encaisser la différence. Et lorsque le 1er juillet 1867 le Dominion s'ouvre les yeux, Cartier choisit un portefeuille qui dit tout de sa lucidité, la milice et la défense. L'ancien insurge, désormais ministre, va ordonner l'outil qui dissuade et rassure à la fois. Écoutez le nouveau tempo, après les cloches, voici les tambours.
Les raids feniens giflent la frontière, l'air est charge d'électricité. Cartier pousse une réorganisation vigoureuse de la milice et met en chantier une loi cadre, la première loi sur la milice de 1868. On est loin du romantisme des « fils de la liberté », on parle effectif, cadre permanent, volontaire, cartouche par homme. Le pays n'a que quelques mois, mais il lui faut déjà des muscles. Cette part-là de Cartier, celle qui semble marcher au pas, c'est la même qui, en 1837, savait que la sécurité n'est pas un décor qu'on accroche au pays, c'est une architecture interne, patiente, souple, prête à la tempête. Et c'est maintenant qu'arrive l'image qui fait basculer l'échelle, une promesse à l'océan. 1871, la Colombie-Britannique hésitait, à l'extrême ouest, cernée par les montagnes et le Pacifique. Cartier, agissant à la Chambre des communes, défend, porte une condition d'union qui relève de l'audace pure, commencée dans les 2 ans et achevée dans les 10 un chemin de fer transcontinental, sans trajet encore lève, sans budget final. Un pari, oui, mais surtout un serment. L'acte de l'acier projeté à travers les Rocheuses. La politique, une ligne tracée dans le futur pour accrocher une province au reste du pays. C'est une promesse si folle qu'elle ressemble à une légende. Et pourtant, elle est consignée noir sur blanc, au registre des débats, avec la netteté d'une clause commerciale. Ceux qui étaient dans la salle diront plus tard la fièvre de ce moment, MacDonald malade et Cartier saluant les délégués de l'Ouest. Comme si l'histoire l'avait choisi pour prononcer ce « oui » qui engageait tout le monde. Voici la partie que l'on chuchote plus qu'on ne l'enseigne. Cartier n'a pas transporté l'Ouest sur la carte sans heurter des mondes déjà là. Entre 1868 et 1869, il négociait, avec Londres et la Compagnie de la baie d'Hudson, l'achat de la terre de Rupert et du Nord-Ouest. Un transfert colossal qui ignore les voix autochtones et métisses. Le résultat, la résistance de la Rivière Rouge, Riel, un gouvernement provisoire à Fort Garry, l'onde de choc jusque dans les salons d'Ottawa. Cartier apporte la modernité d'un pays qui grandit, il a aussi, par ses angles morts, nourri une révolte ni d'un sentiment d'éviction. C'est la fissure dans le marbre, visible si vous approchez l'œil, le bâtisseur n'a pas construit que des routes, il a aussi laissé des zones de silence qui hurleront plus tard. Et pourtant, paradoxe encore, c'est Louis Riel en personne qui, après la défaite de Cartier à Montréal en 1872, se retire pour lui céder un siège sur à Provencher. Le geste est presque irréel, l'homme pour qui Cartier n'a pas pu, aménager une place au soleil politique, organise sa réélection à la Chambre. Il y a là, dans les galeries de la politique canadienne, un couloir où 2 silhouettes se croisent en se saluant sans sourire, elle. Entente et tactique, fragile, mais elle dit quelque chose de notre pays, on négociait même avec ses fantômes. Cartier, malade, ne verra jamais son fief manitobain. Dans le tumulte d'une élection et d'émeutes locales, des journaux pro-Riel seront saccagés par des foules furieuses. Tout ça pendant que, de l'autre côte de l'océan, un mal ancien lui mange les reins. Il faut parler de cette maladie. L'expression a disparu des diagnostics modernes, mais on la devine lourde, maladie de Bright. Éden, visage cireux, souffle court, fatigue qui cloue. Cartier, l'homme aux cartes et aux décrets, voit l'encre pâlir. Il part à Londres chercher une guérison que l'époque ne sait pas offrir. Le 20 mai 1873, à 58 ans, il s'éteint. À Montréal, on déploie des tentures noires et l'on porte l'homme jusqu'à Notre-Dame-des-Neiges, sous un ciel qui hésitait sur la pluie. À Ottawa, les dossiers restent ouverts sur les tables, milice, rail, ouest. C'est une étrange fin pour un homme d'élévation, une chambre londonienne, une lettre qui part, un silence de corridor. Mais dans cette modestie se loge la durabilité de sa trace, il meurt loin, son œuvre reste près. Secret et énigme, disiez-vous? En voici d'autres, plus subtils, qui serrent le récit comme des nœuds, l'âme double, poète et juriste. Avant la Confédération, Cartier a écrit et chante, au Canada. Mon pays. Mes amours. Lors de la première Saint-Jean-Baptiste de 1834. Ce n'est pas l'hymne national que l'on connaît, mais un chant de fondation, un cri qui parle du Saint-Laurent avec l'amour simple des terres et des hivers. La version imprimée paraîtra l'année suivante dans la Minerve, la musique circulera, on l'attribuera à Jean-Baptiste Labelle, on dira que c'est Ernest Gagnon qui a « Marie », paroles et mélodies au milieu du XIXe siècle. Écoutez ce détour,
le futur ministre de la Défense commence sa trajectoire par des vers. Lorsqu'il plaide pour des articles de code ou un partage de compétences, c'est le même souffle, oriente différemment, mais reconnaissable. Il s'agit toujours de nommer un « nous », d'en dessiner les contours, de lui fabriquer une voix. Il y a aussi l'énigme du « pacte impossible ». Comment Cartier a-t-il réussi à convaincre un Canada français meurtri par l'acte des unions de se lier à une union plus vaste? La réponse se cache dans la mécanique du partage. En bétonnant le droit civil et l'éducation dans le giron provincial, il offre un espace culturel et juridique où la majorité anglophone ne pénétrait pas trop. C'est une citadelle souple, non défendue par des murs, mais par des livres et des ministères. L'homme qui a fui au Vermont après Saint-Denis comprend qu'on n'échappait pas à l'histoire en se cachant dans les bois, on lui trace des couloirs, on lui installe des portes, on y pose des serrures. Dans chaque serrure, un article, sur chaque clé, une compétence. Le pays respire parce que les provinces ont des poumons. Voilà le secret le plus utile, la fédération, chez Cartier, n'est pas un drapeau, c'est une physiologie. Et puis, il y a l'ombre portée des rails, ce que l'on devine dans la lumière oblique des scandales. Cartier ne verra pas le « Pacific Scandale » exploser, mais le frisson est déjà là en 1872, l'argent des compagnies ferroviaires circule. Les accusations de favoritisme entament la confiance, les adversaires affûtent les unes de journaux. Il perd Montréalais. On dira que c'est le jugement du peuple, on dira que c'est la lassitude d'un fief, on dira que c'est l'air du temps. Mais derrière la politique, la hantise demeure. Comment tenir ensemble un pays où chaque promesse d'infrastructure ressemble à une tentation? Cartier, battu, se relève par un tour de passe-passe légal, un autre compte, une acclamation, puis sombre, littéralement, dans la fatigue de la maladie. L'image est presque cinématographique, une victoire de papier qui n'atteint pas son homme, un siège que l'on occupe en absent, la politique qui continue sans son corps. Revenons au code, pour mesurer la portée du geste. Il entre en vigueur le 1er août 1866, il gouvernera les vies, les héritages, les ventes de maisons, les dettes, les tutelles, les contrats, toutes ces histoires minuscules qui font un pays vrai jusqu'au 1er janvier 1994. Une génération de juges et niais a pris sa retraite sous ces articles, des familles ont règle leur deuil en s'y appuyant, des entrepreneurs ont signe en se référant à sa ponctuation. Ce que Cartier a clos en 1866, les Québécois l'ont tenu jusqu'au XXIe siècle, avant que le nouveau code, adopté en 1991, ne prenne officiellement le relais. Il n'y a pas de bronze qui pèse aussi lourd qu'un tel livre. C'est la postérité discrète, qu'on ne photographie pas, mais qu'on consulte, qu'on commente, qu'on applique. Et c'est là, peut-être, que le personnage cesse d'être une statue pour devenir une habitude, la plus puissante des héritages. Le dernier, secret, est une question. Planté comme un clou au cœur du récit, Cartier a-t-il construit un pays pour protéger un nous, ou pour en multiplier? La réponse se trouve peut-être dans ce film mental, dans la même seconde, on le voit à Québec défendre la clause scolaire, et, à Ottawa, ouvrir la porte à l'Ouest, on entend parler de droit civil en français et voter pour une milice nationale. On le surprend à chanter, au Canada. Mon pays. Mes amours. En 1834 et, 4 décennies plus tard, à promettre des rails jusqu'au Pacifique. Il n'a pas choisi entre l'intime et l'immense. Il a décidé que, dans un pays comme le nôtre, l'intime ne vit que si l'immense lui fait place. La Confédération de Cartier n'est pas un compromis tiède, c'est une machine à tolérer des différences qui, ailleurs, exploseraient. Voilà pourquoi la promesse à la Colombie-Britannique et la précision du code ne sont pas des chapitres étrangers, ce sont les deux mains d'un même sculpteur. Alors, refermons pour un instant la carte politique et ouvrons une scène minuscule, Montréal, fin d'après-midi, année 1870. Dans l'hôtel particulier de la rue Notre-Dame, des rideaux lourds, des dossiers emplis, une partition sur un piano, au Canada, mon pays. Mes amours. À travers les vitres un fiacre passe, crachant une vapeur blanche. Le maître des lieux s'appuie à une cheminée, plus mince qu'autrefois. Sur la table, à côté d'un code, une lettre de la Colombie-Britannique scelle un accord. Sous le code, une coupure de presse parle des raids phoniens et de la nécessité d'une milice forte. Dans un tiroir, un ruban bleu retient des notes éparses sur la terre de Rupert. On dirait un hôtel de contradiction. Et pourtant, tout s'assemble. Dans ce théâtre de papier et d'encre, le pays se tient.
Les secrets de Cartier ne sont pas des conjurations, ce sont des choix superposes, faits au plus près du réel, qui, mis bout à bout, dessinent une stature. Et quand l'homme s'éteint à Londres, le 20 mai 1873, il laisse derrière lui moins une légende qu'un mode d'emploi, tenir ensemble. Coûte que coûte, l'hétérogène. Imaginez un Canada qui n'existe pas encore tout à fait, mais qui, comme une plaque de métal chauffable, commence à se déformer. Entre les doigts d'un homme. Écoutez la salle des débats, bancs raclent, encriers renversent, haleine de tabac froid. On croit entendre un bourdonnement, c'est en réalité un compte à rebours, le temps s'emballe, les alliances craquent, les promesses fusent. Au centre, Georges-Étienne Cartier, l'œil vif, la voix basse quand il faut convaincre, tranchante quand il faut vaincre. À ses côtes, John MacDonald a l'ironie du vieux renard, de l'autre côte de l'allée, George Brown tient la rectitude d'un ascète réformateur. On pourrait croire à une pièce de théâtre, mais c'est une forge, ce qui sortira de la portera des rivets, des joints, de l'acier. Et parfois des brûlures. Revenons au geste qui a rendu cet homme inévitable, l'obsession du rail. Cartier, avocat devenu ministre, pousse en 1852 un projet de loi pour incorporer la Grand Trunk Railway Company of Canada. Ce n'est pas un detail d'administration, c'est l'idée d'un tronc d'acier qui reliera Montréal à Toronto, puis à Portland, puis jusqu'à Sarnia, un axe économique qui modifie la carte mentale des gens ordinaires. D'ici, on atteint là-bas, la distance, devenue traction, réorganiser les vies. Mais regardez le contre-champ, à peine l'acte adopte, Cartier accepte en 1853 le rôle de conseiller juridique de la compagnie pour le Canada. Ses adversaires hurlent au conflit d'intérêts, lui réplique qu'il reste indépendant, fort de sa clientèle privée. En clair, l'homme qui rêve d'un pays sur rail n'a pas peur de s'enliser dans la graisse des rouages. Il joue sur table et à découvert, et c'est précisément ce qui scandalise. La Grand Trunk n'est pas qu'une ligne, c'est un écosystème qui aspire des capitaux britanniques, des bras canadiens, des procédures législatives, des espoirs déraisonnables. On la dira tour à tour, le plus long chemin de fer du monde, et la pire faillite commerciale de son époque. Mais au milieu de ces hyperboles, on oublie que, pour des milliers de gens, le train fut la première fois où on partit à l'aube. Et où, le soir, on revint avec l'impression que le pays avait rapetisse. Cartier, dans des interventions sèches et précises, recoue le monde matériel aux ambitions politiques, une charte, des concessions. Des garanties municipales, plus tard, une fédération qui exigera la continuité du réseau. L'acier n'est pas décoratif, il est constitutif. C'est une colonne vertébrale, et Cartier, son orthopédiste. Ce même artisanat de précision se voit dans sa manière de s'attaquer aux vieilles charpentes. Regardez la tenure seigneuriale, système sénescent qui cuit encore dans les campagnes du Bas-Canada, 1854, la loi abolit les droits. Et devoirs féodaux, convertit les redevances, installe une commission pour en démêler les fils. Cartier n'est pas au gouvernement lors du coup de marteau final, vérité qu'il ne cache pas, mais il militait depuis des années. Pour que l'on scie cette vieille poutre qui empêchait le grenier de tenir. Et quand les compensations aux anciens seigneurs soulèvent un toll, il soutient, en 1859, une loi qui ajuste l'indemnisation au terme d'un débat de 39 heures, une séance qui ressemble moins à un parlement qu'à une veillée d'armes. On comprend alors ce que veut dire construire, pour cet homme, retrancher, compenser, arbitrer, sans faire sauter la maison. Puis vient son geste le plus ambitieux et, pour certains, le plus fou, transformer une paralysie politique en architecture durable. 6 gouvernements en 6 ans, une chambre bloquée par la double majorité, un pays à bout de souffle. Avec MacDonald et Brown, Cartier choisit la coalition, ce mot que l'on prononce comme un sacrilège en période de pureté doctrinale. Et embarque pour Charlottetown, puis Québec, puis Londres. Là, on négociait comme on taille une clé, partage des compétences, Sénat, représentation, dette, école, langue. Cartier verrouille les zones vitales pour sa nation d'origine, le droit civil et l'éducation sous contrôle provincial. Ce n'est pas une coquetterie identitaire, c'est un système respiratoire. Que le Québec puisse inspirer à son rythme et expirer sans étouffer. Ce sera le fondement à partir duquel on tendra la main à l'ouest. Ce fondement, on le prolonge par un pari qui, sur la carte, paraît dément, 1871, la Colombie-Britannique n'entrera dans la Confédération qu'avec la promesse d'un chemin de fer transcontinental, commencé dans les 2 ans, achevé dans les 10. On n'a pas l'argent, pas l'itinéraire,
à peine un relève sommaire des montagnes, on a, par contre, une parole. Cartier la prononce, la porte, la polie. On signe des « conditions funion » où figure noir sur blanc la clause du rail, y compris la continuité du tarif douanier local jusqu'à la jonction du réseau avec le Pacifique. Le choc n'est pas seulement géographique, il est conceptuel, l'État s'engage à plier le relief à la volonté politique. Parole tenue, on sait que la suite sera chaoteuse, et que le pays trébuchera sur des scandales. Mais, ce jour-là, Cartier grave dans la loi une ligne qui n'existe pas encore sur le sol. S'il y a un secret au personnage, c'est peut-être ce mélange insolent de lyrisme et de mécanique. Ce n'est pas un hasard si le jeune Cartier, en 1834, entonne pour la Saint-Jean-Baptiste, au Canada. Mon pays. Mes amours. Texte publié l'année suivante dans la Minerve, associé par la suite à une musique de Jean-Baptiste Labelle, probablement marié. Aux paroles par Ernest Gagnon. Ce refrain n'est pas l'hymne national moderne, c'est une épurée de sentiments. 20 ans plus tard, le même homme parle de rente constituée, de procédures de codification, des « active militia ». 2 registres, un souffle. L'émotion sert à ouvrir les portes, la technique à les charnierer. Et la milice, parlons-en, la guerre de sécession à l'est des Braises et les raids feniens brûlent la frontière. Cartier, devenu le premier ministre de la milice et de la défense du Dominion, déposé en 1868 un projet qui invente la milice moderne. Actif et réserve, homme de 18 à 60 ans, ministère et état-major, théorie de la conscription mais primat du volontariat. 40. 000 hommes visent pour la force active. Dans son discours du 31 mars 1868, il explique lucidement qu'un tel système aurait permis, à moindre coût, d'assurer la défense des 3 dernières années. C'est glace, rationnel, et pourtant on entend entre les lignes son expérience des canons Rambourg de Saint-Denis, ne pas dépendre de l'improvisation. Fermer la porte aux surprises. Ceux qui veulent le réduire à un « père » paisible de la Confédération passent alors à côté de ses rugosités. Cartier sait et assume que bâtir un pays sur un territoire déjà habité implique des angles morts. En négociant le transfert de la terre de Rupert et du Nord-Ouest, il participe à un mouvement qui ignore, trop souvent, les voix autochtones et métisses. La résistance de la Rivière-Rouge surgit, Louisville installe un gouvernement provisoire, Ottawa vibre au bruit des dépêches. Voici l'énigme, un homme capable d'un compromis si précis pour préserver le droit civil français au Québec ne voit pas ou ne veut pas voir l'urgence d'un compromis politique comparable pour les métis. Le résultat, c'est une cassure dont l'écho traverse encore les décennies. Et pourtant, mystère des trajectoires, en 1872, Riel se retirera à Provencher pour laisser à Cartier un siège, le croyant capable de porter leurs intérêts à Ottawa. L'année 1872 est une charnière qui grince, Cartier perd Montréalais, les journaux parlent d'argent ferroviaire et de favoritisme. Le « Pacifique Scandale » n'a pas encore éclaté mais s'avance, silhouette au bout du couloir. MacDonald a besoin de son lieutenant québécois à la Chambre, Provencher est l'issue. Là-bas, la tension est telle que des journaux pro-Riel seront saccagés par des foules. Cartier, lui, ne mettra jamais le pied dans sa nouvelle circonscription. La maladie de Bright lui enserre les reins, gonfle les jambes, coupe le souffle. Il part pour Londres chercher une guérison improbable. Ce sont des pages sombres et simples, un cabinet médical, une ordonnance inutile, une lettre qui rassure, un 20 mai 1873 qui s'écrit en noir dans un carnet. On rapatrie le corps à Montréal, la foule met sa tristesse en solennité. Le pays continue, rail, dette, guerre de plumes, mais l'homme n'est plus là pour encaisser les coups. Pourtant, c'est peut-être dans la rille qu'il a laissé son empreinte la plus profonde, le Code civil du Bas-Canada. L'acte de 1857 lance la codification, 1866, le Code entre en vigueur. Article après article, on y reconnaît l'obsession de Cartier, faire du particularisme un ordre intelligible. Ce livre, tenu par des mains de greffiers, de notaires, de juges, survivra jusqu'au 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur du Code civil du Québec. Des successions, des hypothèques, des mariages, des faillites, un pays reste en place parce que, dans l'ombre, ses règles tiennent. Même quand la politique vacille. L'hommage discret, mais exact, à Cartier, c'est la solidité d'un formulaire bien rempli. Revenons à la scène dont les manuels ne gardent que la poussière.
la séance de 39 heures pour régler l'indemnisation des anciens seigneurs. Imaginez ces hommes qui n'ont pas dormi, les manchettes relâchées, le café froid qui brûle l'estomac. On discute de barème, d'intérêts, de conversion de rente, de droits acquis. C'est là que l'on mesure la nature du courage politique de Cartier, moins spectaculaire que le fracas d'une barricade, plus dur que le bruit d'un canon. Tenir une ligne, article après article, au bord de l'épuisement, pour désamorcer une bombe sociale sans humilier une classe, sans ruiner une autre. Le pays, parfois, se gagne dans la patience obstinée. Et voici une autre image qui heurte, Charlottetown, 1864. Les délégués arrivent pour parler d'une union maritime, puis se font happer par une idée plus vaste, unir tout le centre-est du continent. Les salles sentent la bière renversée, le sel, le goudron des coques. On déroule des cartes, on gribouille des flèches. Cartier, à ces tables, n'est pas l'homme des grandes tirades, il est celui des virgules utiles. On ne discute pas l'âme, on ajuste les charnières. C'est ainsi qu'il protégera, dans les textes, ce qui permettra au Québec de respirer en français à l'intérieur d'une structure majoritairement anglaise. L'ingénierie, ici, vaut Graal. Rien de tout cela ne veut dire que l'homme fut pur. Les rails, les postes, les contrats, autant de surfaces où s'accrochent les soupçons. Les adversaires le peignent en agent de la Grand Trinque, la presse résonne d'insinuations. Mais l'historien serein constatera surtout la cohérence, l'avocat qui défend des clients cheminots est le même qui conçoit un pays comme un réseau. La proximité n'est pas, en soi, une corruption, elle peut être un risque assume. Et Cartier assume. C'est cette exposition qui le rend vulnérable à la tempête de 1872 et qui nous le rend lisible, aujourd'hui, sans enjoliver. Restent les énigmes qui donnent à son portrait son grain. Pourquoi l'homme du Code, si attentif aux équilibres, a-t-il si mal anticipé l'explosion métisse? Pourquoi le poète de 1834, si ardent à dire « mon pays », a-t-il si volontiers arrimé ce pays à des capitaux et des plans britanniques? La réponse, peut-être, tient dans sa manière de penser le collectif, non comme une pureté à conserver, mais comme une machine à réaliser des coexistences. La confédération n'est pas faite pour les cœurs fragiles, elle nécessitait de vivre avec l'inconfort. Cartier en fait une morale, survivre, c'est admettre que la dignité passe parfois par des compromis vigoureux. Un pays qui refuse l'ambivalence ne passe pas l'hiver. Et au nord, l'hiver dure. Alors, pour cette troisième traversée, gardez 3 images. La première, un texte de loi qu'on lit à voix manquée au petit matin, après une nuit blanche, 39 heures pour déminer 2 siècles de coutumes. La deuxième, une clause de 1871 qui promet des rails à un ocean lointain, écrite comme si les montagnes étaient déjà vaincues. La troisième, un poème de 1834, entonne dans une salle enfumée, qui parle du Saint-Laurent et des amours simples d'un pays qui n'existe pas encore. Entre ces 3 images, un même homme, un funambule avec une barre d'équilibriste faite d'articles de loi et de traverses de chemin de fer. Et si c'était cela, l'explication de son étrange longévité dans notre mémoire. Un fabriqueur de cadences, tantôt accéléré, les trains, tantôt régulières, les codes, toujours tendus vers un « nous » qui n'arrête jamais de s'agrandir. Imaginez un Canada qui n'existe pas encore tout à fait, mais qui, comme une plaque de métal chauffable, commence à se déformer. Entre les doigts d'un homme. Écoutez à salle des débats, banc racle, encrier en verse, haleine de tabac froid. On croit entendre un bourdonnement, c'est en réalité un compte à rebours, le temps s'emballe, les alliances craquent, les promesses fusent. Au centre, Georges-Étienne Cartier, l'œil vif, la voix basse quand il faut convaincre, tranchante quand il faut vaincre. À ses côtes, John MacDonald a l'ironie du vieux renard, de l'autre côte de l'allée, George Brown tient la rectitude d'un ascète réformateur. On pourrait croire à une pièce de théâtre, mais c'est une forge, ce qui sortira de la portera des rivets, des joints, de l'acier. Et parfois des brûlures. Revenons au geste qui a rendu cet homme inévitable, l'obsession du rail. Cartier, avocat devenu ministre, pousse en 1852 un projet de loi pour incorporer la Grand Trunk Railway Company of Canada. Ce n'est pas un detail d'administration, c'est l'idée d'un tronc d'acier qui reliera Montréal à Toronto, puis à Portland, puis jusqu'à Sarnia, un axe économique qui modifie la carte mentale des gens ordinaires. D'ici, on atteint là-bas, la distance, devenue traction, réorganiser les vies. Mais regardez le contre-champ, à peine l'acte adopte,
Cartier accepte en 1853 le rôle de conseiller juridique de la Compagnie pour le Canada. Ses adversaires hurlent au conflit d'intérêts, lui réplique qu'il reste indépendant, fort de sa clientèle privée. En clair, l'homme qui rêve d'un pays sur rail n'a pas peur de s'enliser dans la graisse des rouages. Il joue sur table et à découvert, et c'est précisément ce qui scandalise. La Grand Trunk n'est pas qu'une ligne, c'est un écosystème qui aspire des capitaux britanniques, des bras canadiens, des procédures législatives, des espoirs déraisonnables. On la dira tour à tour, le plus long chemin de fer du monde, et la pire faillite commerciale de son époque. Mais au milieu de ces hyperboles, on oublie que, pour des milliers de gens, le train fut la première fois où on partit à l'aube. Et où, le soir, on revint avec l'impression que le pays avait rapetisse. Cartier, dans des interventions sèches et précises, recoue le monde matériel aux ambitions politiques, une charte, des concessions. Des garanties municipales, plus tard, une fédération qui exigera la continuité du réseau. L'acier n'est pas décoratif, il est constitutif. C'est une colonne vertébrale, et Cartier, son orthopédiste. Ce même artisanat de précision se voit dans sa manière de s'attaquer aux vieilles charpentes. Regardez la tenure seigneuriale, système sénescent qui cuit encore dans les campagnes du Bas-Canada, 1854, la loi abolit les droits et devoirs féodaux, convertit les redevances, installe une commission pour en démêler les fils. Cartier n'est pas au gouvernement lors du coup de marteau final, vérité qu'il ne cache pas, mais il militait depuis des années pour que l'on scie cette vieille poutre qui empêchait le grenier de tenir. Et quand les compensations aux anciens seigneurs soulèvent un toll, il soutient, en 1859, une loi qui ajuste l'indemnisation au terme d'un débat de 39 heures, une séance qui ressemble moins à un parlement qu'à une veillée d'armes. On comprend alors ce que veut dire « construire » pour cet homme, retrancher, compenser, arbitrer, sans faire sauter la maison. Puis vient son geste le plus ambitieux et, pour certains, le plus fou, transformer une paralysie politique en architecture durable. 6 gouvernements en 6 ans, une chambre bloquée par la double majorité, un pays à bout de souffle. Avec MacDonald et Brown, Cartier choisit la coalition, ce mot que l'on prononce comme un sacrilège en période de pureté doctrinale. Et embarque pour Charlottetown, puis Québec, puis Londres. Là, on négociait comme on taille une clé, partage des compétences, Sénat, représentation, dette, école, langue. Cartier verrouille les zones vitales pour sa nation d'origine, le droit civil et l'éducation sous contrôle provincial. Ce n'est pas une coquetterie identitaire, c'est un système respiratoire. Que le Québec puisse inspirer à son rythme et expirer sans étouffer. Ce sera le fondement à partir duquel on tendra la main à l'ouest. Ce fondement, on le prolonge par un pari qui, sur la carte, paraît dément, 1871, la Colombie-Britannique n'entrera dans la Confédération qu'avec la promesse d'un chemin de fer transcontinental, commencé dans les 2 ans, achevé dans les 10. On n'a pas l'argent, pas l'itinéraire, à peine un relève sommaire des montagnes, on a, par contre, une parole. Cartier la prononce, la porte, la polie. On signe des conditions au funion, ou figure noire sur blanc la clause du rail, y compris la continuité du tarif douanier local à la jonction du réseau avec le Pacifique. Le choc n'est pas seulement géographique, il est conceptuel, l'État s'engage à plier le relief à la volonté politique. Parole tenue. On sait que la suite sera chaoteuse, et que le pays trébuchera sur des scandales. Mais, ce jour-là, Cartier grave dans la loi une ligne qui n'existe pas encore sur le sol. S'il y a un secret au personnage, c'est peut-être ce mélange insolent de lyrisme et de mécanique. Ce n'est pas un hasard si le jeune Cartier, en 1834, entonne pour la Saint-Jean-Baptiste, au Canada. Mon pays. Mes amours. Texte publié l'année suivante dans la Minerve, associé par la suite à une musique de Jean-Baptiste Labelle, probablement marié. Aux paroles par Ernest Gagnon. Ce refrain n'est pas l'hymne national moderne, c'est une épurée de sentiments. 20 ans plus tard, le même homme parle de rente constituée, de procédures de codification, des active militia. 2 registres, un souffle. L'émotion sert à ouvrir les portes, la technique à les charnierer. Et la milice, parlons-en, la guerre de sécession à l'est des Braises et les raids feniens brûlent la frontière. Cartier, devenu le premier ministre de la milice et de la défense du Dominion, déposait en 1868 un projet qui invente la milice moderne. Actif et réserve, homme de 18 à 60 ans,
ministère et état-major, théorie de la conscription mais primat du volontariat. 40 000 hommes visent pour la force active. Dans son discours du 31 mars 1868, il explique lucidement qu'un tel système aurait permis, à moindre coût, d'assurer la défense des 3 dernières années. Fermez les yeux et imaginez une procession noire qui se faufile dans les rues de Montréal, comme une rivière lente entre des façades silencieuses. Les chapeaux se soulèvent, les mouchoirs se froissent, les pas s'alignent. Au centre, un cercueil revient de Londres, cerne de fleurs pâles et d'un parfum d'encre séchée. C'est le 20 mai 1873 qui vient d'écrire sa dernière ligne, le corps de Georges-Étienne Cartier, ministre de la Milice et de la Défense. Père de la Confédération, repasse une dernière fois devant sa maison de la rue Notre-Dame, devenue depuis un lieu de mémoire, avant d'être porte à Notre-Dame-des-Neiges. On dit d'un pays qu'il se souvient. Ce jour-là, le pays n'a pas besoin de le dire, il marche. Et dans ce cortège, on entend, mêlé au crissement des roues, 3 bruits qui résument un homme, le froissement d'un code civil, le souffle d'une promesse de rail, et le pas cadent d'une milice qu'il a voulu moderne. Suivons ce bruit de papier, d'abord. 1866, entrée en vigueur du Code civil du Bas-Canada, fruit d'une codification engagée sous son autorité de procureur général. Ce livre, sec et grave, régit la propriété, les contrats, la famille. Il survivra jusqu'au 1er janvier 1994, date où le Code civil du Québec prendra le relais, preuve que la décision technique peut devenir patrimoine intime. Il fallait, pour un peuple de droit mixte dans un État majoritairement anglophone, un squelette à lui, une grammaire où poser sa voix. Cartier a laissé mieux qu'une statue, un mode d'emploi du quotidien héritage, hypothèque, tutelle qui a tenu des générations. Les pages se tournent encore, on y entend sa volonté à travers la syntaxe. Puis vient le souffle des rails. 1871, Chambre des communes, la Colombie-Britannique pose ses conditions. Cartier monte, explique, engage, scelle. Le Dominion promet de commencer, dans les 2 ans, et d'achever, dans les 10, un chemin de fer jusqu'au Pacifique, la province conservera même, jusqu'à la jonction effective des réseaux, son propre tarif douanier. C'est écrit noir sur blanc dans les conditions d'union. Ce n'est pas de la fanfaronnade de taverne, c'est une clause nette, presque froide. On ne connaît pas encore chaque vallée ni chaque ponton, qu'importe, la loi trace une ligne avant que la terre ne cédait. Quand l'acier finira par mordre la montagne, on n'entendra pas le nom de Cartier au sifflet de la locomotive, et pourtant, c'est sa voix qui a promis le panache de vapeur à l'océan. Et le pas de la milice, ce rythme régulier qui rassure un pays neuf. Les raids feniens on gifle la bordure sud et laisse la conscience en alerte. Premier titulaire d'un portefeuille inédit, la milice et la défense, Cartier présente la loi de 1868, architecture d'une force active. Et d'une réserve, objectif d'environ 40 000 volontaires, principe d'un cadre permanent qui évitait l'improvisation coûteuse. Il ne vend ni bravoure romantique ni gloire de parade, il vend de l'organisation manuelle, cadre, état-major, c'est-à-dire une paix crédible. L'ancien insurge, qui avait appris la fragilité d'un canon en bourbe à Saint-Denis, fabrique une mécanique pour que le pays ne dépende plus de la chance. Mais un portrait sans aspérité serait une trahison. La magie de Cartier n'est pas d'avoir été un saint, c'est d'avoir tenu longtemps sur un fil rugueux. Regardez la scène qu'on évoquait trop peu, l'achat de la terre de Rupert et du Nord-Ouest, négocié avec Londres et la compagnie de la baie d'Hudson. Une manœuvre géante, conçue pour donner un horizon à Ouest, mais pensée dans le vocabulaire des titres et des transferts, pas dans celui des voix autochtones et métisses. La résistance de la Rivière Rouge s'allume, Louis Riel érige un gouvernement provisoire, Ottawa s'électrisait, la modernité compromet. À coups d'articles et de traites blesse ceux qui n'y ont pas été conviés. Voilà l'énigme Cartier, au sens le plus franc, un génie du compromis juridique pour son « nous », francophones, aveugles ou impuissants. Lorsqu'il s'agissait d'en inventer un autre avec les peuples déjà là. Le pays naissant gagne une immensité, il héritait aussi d'une fissure. Et pourtant, la politique dessine parfois des boucles impossibles. 1872, Cartier perd Montréal dans un climat alourdi par l'argent des compagnies ferroviaires et les accusations de favoritisme, qui bientôt enfleront en « Pacifique scandale ». Alors survient un geste presque invraisemblable. À Provencher, au Manitoba, Louis Riel lui-même se retire pour lui offrir, par acclamation, un siège à la Chambre des communes.
Le chef métis dont la révolte a été en partie la conséquence des angles morts d'Ottawa fait, en politicien, une place à l'homme que il croit nécessaire pour peser dans l'Est. Cartier sera élu, sans jamais voir sa circonscription, retenu par une maladie qui serre les reins et alourdit les jambes, la maladie de Bright. Il part vers Londres pour un remède que l'époque ignore. Ce fil dramatique ne se résout pas en apothéose, il se termine par une chambre cale, une date nette, et, au loin, un pays qui continue. C'est ici que le récit peut, s'il n'y prend garde, devenir une liturgie. Refusons-le. Cartier n'est pas un homme de vitrine, c'est un homme d'établi. Ses adversaires l'accusent tôt d'être trop proche de la Grand Trunk Railway, dont il a été le solliciteur au Canada. On l'a vu défendre des chartes, pousser des projets, puis prêter sa science d'avocat à la compagnie même qui incarne sa vision d'un pays nerveux. Conflit d'intérêts, crient certains, cohérence d'ingénieur, rétorqueraient d'autres, l'avocat qui pense réseau conçoit un État comme réseau. On peut le discuter, il faut le discuter, parce que c'est là que le personnage redevient vivant, par un symbole pur, mais un décideur. Qui s'expose, Suze, et Paris. Ouvrons la maison. Rue Notre-Dame, à Montréal. Aujourd'hui, c'est un site historique national. Hier, c'était un atelier de pouvoir feutre. Le salon où on parle bas, une carte de la vallée du Saint-Laurent punaisée, des dossiers souples, une partition sur le piano, au Canada. Mon pays. Mes amours. Ce chant, créé en 1834 à la Société Saint-Jean-Baptiste, n'a rien à voir avec l'hymne officiel, c'est une déclaration d'appartenance. D'un jeune patriote qui ne sait pas encore qu'il deviendra le juriste d'une fédération. Vous entendez la note? La même que celle qui résonne plus tard, quand il défend le partage des compétences ou une loi de milice, c'est toujours la fabrication. D'un « nous », parfois intime et francophone, parfois large et composite. C'est par là qu'on comprend le cœur de la contradiction. Cartier ne choisit pas entre l'attachement et l'agrandissement, il est persuade que l'un sauve l'autre. La scène qui suit serre la gorge, parce qu'elle mêle politique et épuisement humain. 1872, les journaux s'acharnent, l'air se charge d'allusions, Cartier chancelle à Montréalais, trouve abri à Provencher, mais déjà son souffle est court. La biographie tiendra ça en quelques lignes, sur l'écran de notre tête, c'est une suite lente, valise, traversée, médecin, ordonnance. Inquiétante, espoir mince. Le 20 mai 1873, tout s'arrête. Ce n'est pas ainsi que finissent les héros dans les gravures, c'est ainsi que finissent les hommes qui en portent trop de poids dans un siècle où on voyage plus vite qu'on ne guérit. Et pourtant, l'œuvre, la vraie, n'a pas besoin de survivre à son auteur pour rester vivante. Elle lui est déjà passée devant. Reste la question que nous avions promise, les secrets et énigmes. Au fond, la clé est peut-être dans sa manière de transformer des défaites en procédures. 1837, l'insurrection, la poudre, la fuite au Vermont. 1838, la loyauté écrite à la couronne, le retour au barreau, la patience du texte. Beaucoup y ont vu une volte-face opportuniste, nos archives y lisent plutôt la conversion d'un tempérament, garder le feu, changer de foyer. Là où d'autres se seraient abandonnés à la nostalgie des barricades, il choisit la politique comme mécanique lente. Il lui reprochera d'avoir parfois oublié des humains derrière les principes, il lui faudra aussi reconnaître qu'aucune barricade n'aurait, seul, donne un code civil pérenne ni un pays respirable. Ce mélange, braise et charnière, voilà l'énigme Cartier. Et si l'on cherche des images pour finir, non pas pour boucler, mais pour lancer au contraire une dernière accélération, en voici 4, presque cinématographiques, à juxtaposer. Un banc de la Chambre, 1868, où un ministre explique que la sécurité d'un jeune pays ne se bâtit pas avec des improvisations, mais avec une milice organisée, volontaire, chiffrée. Les députés notent, soupèsent, votent. Le bruit du papier l'emporte sur le fracas des armes. Une page des conditions d'union de 1871, où l'on lit, en caractères serres, la promesse d'un chemin de fer transcontinental est là. Clause qui maintient le tarif de la Colombie-Britannique tant que les rails ne l'auront pas physiquement relié au reste du pays. L'encre en sait plus que la montagne, l'encre gagne, à la fin. Le salon de la rue Notre-Dame, devenu musée, où les visiteurs passent de pisse en pisse comme dans un album de famille d'un pays. On y voit des documents, des cartes, des portraits. On y entend presque la rime de 1834, au Canada. Et l'on comprend que la politique, parfois, commence par une chanson.
Un quai londonien, 1873, une caisse cloutée s'embarque, direction Montréal. À l'intérieur, un homme qui n'a pas vu ces rocheuses, mais qui a, d'un trait de plume, rendu leur franchissement inévitable. L'acier suivra. Et derrière l'acier, la longue habitude d'un code. Alors, si l'on vous demande un jour, qui était Cartier? Résistez à la tentation d'un seul mot. Dites, un poète devenu mécanicien de la loi. Un insurge devenu ministre de la milice. Un notaire de paroisse devenu négociateur d'empire. Un avocat de compagnie ferroviaire devenu parieur d'État. Dites surtout, un homme qui a su transformer des contradictions en moteur. Parce que le Canada, tel que nous le vivons encore, n'est pas la victoire d'un camp sur un autre, ni la pureté préservée d'un bloc. C'est une machine fragile et obstinée qui autorise la coexistence du droit civil et de la common law, du français et de l'anglais. Des paroisses et des ports, des rivières et des rails. Et cette machine, Cartier l'a dessinée, parfois durement, parfois mal, souvent bien, mais toujours avec l'idée que, tenir ensemble, vaut plus que, vaincre. Imaginez enfin, très concrètement, une nuit d'hiver sur le Richelieu, la glace crisse, le ciel fume. Un homme marche vite, jeune encore, le col remonte, persuade qu'il faut agir. Coupez, ouvrez sur une salle éclairée au gaz, des députés penchent sur un article. Coupez, ouvrez sur une baie du Pacifique ou là. Brume s'effiloche au-dessus d'un trace qui n'existe pas encore. Le même homme, multiplie par le temps, avance. On appelle ça un destin. Nous, on dira plus modestement, la ténacité de faire passer un pays du possible au réel.